Nous l'avions dit ce matin, après un avant-midi sur la question des revendications traditionnelles, historiques et contemporaines. Cet après-midi, nous allions aborder davantage la question du leadership actuel, ses enjeux, ses acteurs et ses actrices, et je le souligne parce qu'il y a beaucoup d'actrices, et aussi les legs historiques, les liens avec le leadership ancestral. Nous avons dans un premier panel, pour ouvrir sur cette question, deux femmes qui vont nous apporter à la fois leur réflexion, leur expérience, mais aussi leurs préoccupations quant à ces questions, à la fois de la réalité de leur nation, mais aussi sur le leadership qu'elles ont exercé, qu'elles exercent, qu'elles sont appelées à exercer et comment elles le voient en train de se vivre au sein de leur communauté et nation. Dans cette première table ronde, j'ai avec moi Eva Ottawa, qui est ancienne grande chef du Conseil de la Nation Atikamekw, qui va partager le panel avec Viviane Michel, qui est présidente des femmes autochtones du Québec. Madame Ottawa, qui prendra la parole la première, est originaire de la communauté de Manawan. Elle a fait des études sur la question autochtone, mais aussi en sociologie, en droit. Elle a travaillé à la Commission sur la Constitution Atikamekw. Elle a aussi participé à l'ébauche de la Constitution et elle a été grand chef et présidente du Conseil de la Nation Atikamekw de 2006 à juin 2013. Alors, je vais lui laisser la parole pour un tout petit 20 minutes qui est peut-être peu par rapport à tout ce qu'on a à dire. Ça va être ma tâche difficile d'essayer de vous donner l'occasion après de pouvoir échanger, mais aussi de permettre à un autre panel de se présenter. Alors, Madame Ottawa, à vous la parole et merci à l'avance de ce que vous allez nous partager. OK. Miwet, kiti miwet kskina yishtarum kadno, nishtamreten da kibe wijamwan kibenskman haidi bendama armud man nervizis kakuti. Miwet skirigan midon da kibugu sermutske jep chad daibo. Le micro est pour Yituba, plus près. OK. OK. Kwekskina kidram kadno ni mireten da pendom indugo kwama. J'aimerais saluer, remercier d'abord le Centre de foi, justice et foi pour l'invitation. Je suis honorée d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier Chad Daibo pour la cérémonie d'ouverture. Je pense que c'est une belle marque d'ouverture que de commencer des rencontres comme ça avec une cérémonie là, qui nous reconnecte à la terre. Et j'aimerais aussi saluer le chef Dominique, belle présentation, et également Maître René Dupuis, Pierre Lepage, et ainsi que Viviane Michel. Salutations aussi à tous. À vous tous, chers participants. Moi, je suis Atikamekw, je viens de Manawan. J'ai représenté ma nation pendant 7 ans et demi comme grand chef, mais j'ai toujours travaillé, œuvré auprès de... Je me suis toujours impliquée pour amener, apporter, travailler vers le mieux-être pour les membres de nos communautés. On est 6000 membres répartis dans 3 communautés principalement, Manawan, Wemotaci et Obidjwan. Et il y a 10% de notre population qui vit hors des communautés. Pour des raisons médicales ou d'études,
de toutes sortes. Et il y a 90% de nos membres qui parlent encore notre langue. La langue atikamekw. On a travaillé très fort. D'ailleurs, notre organisme tribal, le Conseil de la Nation atikamekw, a commencé avec un comité de coordination qui a été créé en 82 justement pour travailler, préserver notre langue. Ils ont développé un programme d'enseignement en langue atikamekw qui a été appliqué, qui a été suivi dans nos communautés pour les écoles au niveau du primaire. Et c'est ça, on est en processus de négociation. Avant, on était avec les Inuits, comme le chef Dominique l'a mentionné, mais on a notre processus parallèle de négociation depuis 94-95. Et je pense que c'est quand même un dossier majeur, je tenais à le dire aussi. On veut développer, créer un cadre, signer un traité, mais aussi trouver une façon de cohabiter ensemble sur le territoire. Et au niveau de la gouvernance aussi, on essaie on veut développer notre autonomie puis créer un cadre où est-ce qu'on peut rejoindre les aspirations de notre peuple vers une autonomie pleine et entière. Puis même si on a une table de négociation, c'est pas toujours facile, évident. On dirait qu'on doit toujours prouver d'abord qu'on a un titre, puis c'est ça qui... Des fois, je me questionne sur la bonne foi là, au niveau de la table, là. Mais il y a quand même on a quand même avancé chez nous, je dirais. Là, on a mis en place des projets pilotes comme on a pu développer un système d'intervention d'autorité atikamekw qu'on appelle, c'est l'équivalent de la protection de la jeunesse au niveau du Québec. Mais ça rejoint plus notre façon de faire, comment qu'on veut protéger nos jeunes. Fait que là, on est à veille de signer sa partie de la table centrale de négociation. Puis prochainement, on va signer une entente avec le gouvernement du Québec à ce sujet-là. En tout cas, j'ai débordé parce que j'écoutais un peu la présentation du chef Dominique. Et moi, on m'a demandé de parler du leadership autochtone, puis chez les jeunes. Mais je vais plus vous parler de mon vécu à moi, de ma communauté et de ma nation aussi. Ce qui m'a toujours poussé, c'est le désir d'aider, de m'impliquer puis de contribuer à améliorer les conditions sociales de ma communauté. Puis je dirais aussi que l'esprit de curiosité, je voulais savoir, je voulais connaître aussi ce qui se passait puis ce qui s'en venait. C'est ça qui m'ont poussé à aller vers les études puis les occupations que j'ai eues. Puis je regarde un peu ce qui s'est passé chez nous. On a eu des mouvements aussi. Il y a eu Nutmik qu'on a appelé au début des années, le mouvement Nutmik au début des années 90. C'était pour protéger le territoire et les ressources. Mais à partir c'est les membres de la communauté qui avaient décidé d'aller occuper le territoire. Nutmik, ça veut dire le bois, d'où on vient là. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé à mettre en place des institutions, une institution traditionnelle. Le chef, il a décidé de s'asseoir avec Kaniganit, ceux qui sont les chefs de territoire que je pourrais traduire. Le chef de la communauté a décidé de s'asseoir avec eux autres pour convenir là, de comment ce qui allait aménager leur responsabilité, leur rôle au niveau du territoire. Mais il y a aussi eu un mouvement au début des années 90, que je dirais spirituel et de guérison dans les communautés. Il y a eu l'émergence des
des powwows et aussi des cérémonies traditionnelles qu'on est allé chercher. Parce que c'est sûr, au début, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Il y a eu une certaine résistance de nos aînés. Parce que c'est sûr, tu sais, il y a eu, quand on regarde en arrière aussi, on a connu l'époque d'évangélisation où est-ce que c'était comme mauvais. Ce qu'on faisait, c'était le démon. En tout cas, il y a eu une certaine réticence, mais on voit aujourd'hui là, qu'il y en a pas mal plus. Et au niveau de la jeunesse, on a organisé, il y a eu le sommet de la jeunesse Atikamekw en 97. À l'époque, je travaillais comme coordonnatrice des services culturels au niveau du Conseil de la Nation Atikamekw. Puis on m'avait approché pour organiser un événement pour souligner le 15e anniversaire de notre organisation. Fait que il y avait un budget qui venait avec. Fait que je suis allée chercher d'autres jeunes des 3 communautés pour pouvoir faire le sommet puis sortir de là avec un conseil. L'idée, là, c'était d'avoir un conseil régional au niveau des jeunes Atikamekw. Mais on a quand même tenu le sommet, on a donné les informations au niveau des enjeux qu'il y avait au niveau des dossiers nationaux, entre autres les négociations globales, puis ce qui s'en venait au niveau politique aussi. Mais pour monter le conseil régional de la jeunesse Atikamekw, on a connu des réticences aussi, parce que les jeunes, ben, il y a quand même des leaders là, des communautés qui étaient alentours, puis que, en tout cas, ils ont eu une certaine influence disant qu'on fonctionnait à l'envers. En tout cas, ça n'a pas marché. Mais on travaille encore. On a quand même mis une ressource pour aider les jeunes. Il y a des conseils de jeunes dans chaque communauté. Fait qu'on a continué à ce niveau-là. Et puis, on a de la misère aussi. Ben, les jeunes veulent être impliqués, mais on a de la misère à faire en sorte qu'ils puissent aller chercher, aller mobiliser. Puis l'été passé, il y a eu un rassemblement de jeunes à Manoane. Puis il y avait peut-être une dizaine de jeunes là, de 15 à 30 ans. Mais c'est quand même les jeunes qui veulent aller chercher d'autres jeunes, ils s'impliquent beaucoup parce que ces jeunes-là qui ont organisé le rassemblement de jeunes à Manoane, ben, ils sont aussi dans le mouvement Idle No More. Je pense que moi, j'encourage en tout cas ces jeunes-là à continuer de s'impliquer. Puis, en août dernier, je suis retournée dans ma communauté d'origine pour travailler au niveau de l'éducation. J'ai quitté ma communauté à l'âge de 14 ans parce que c'était en 85-86 pour compléter mon secondaire à l'extérieur. Avant 95, il y avait... on pouvait aller jusqu'en secondaire 1. Puis si on voulait continuer, il fallait aller à l'extérieur. Mais au cours de la dernière année, je pense que je suis allée... il y a des choses qui m'ont frappée. Je suis allée d'aller vivre sur le terrain avec mes gens. Tant à l'école, au niveau des jeunes, on est confrontés. Je peux comprendre aujourd'hui, tu sais, le manque de mobilisation, on a de la misère des fois à aller chercher nos gens, mais aujourd'hui, je me dis que je suis plus en mesure de comprendre notre réalité parce que les gens, on est comme en train de... C'est vraiment la gestion au quotidien. C'est comme une question de survie. Puis ce qui m'a surpris aussi, c'est parce que je travaillais au niveau de l'école. Puis il y a encore beaucoup de jeunes là, qui viennent à l'école qui n'ont pas
déjeuner. Une chance qu'il y a le club des petits déjeuners qui est offert à l'école primaire. Et puis, j'ai demandé aussi à des jeunes ce qu'ils voulaient faire plus tard. Puis souvent, ils n'ont pas vraiment de rêve ou bien de réponse là, j'ai trouvé ça triste parce qu'on dirait qu'ils n'ont comme pas d'espoir, pas de perspective là, d'avenir ou bien de développement à long terme. Mais d'un autre côté, je suis toujours touchée. Il y a quand même une certaine... des valeurs qu'on a gardées au niveau juste de l'entraide quand il arrive un événement, quand il y a un décès. Là, les gens se regroupent, puis s'organisent, puis tout le monde est ensemble. On voit beaucoup d'entraide. Puis même si je suis partie de ma communauté, j'ai toujours gardé un lien. Mes racines sont là. Le lien que j'ai avec mes gens, c'est très fort. Puis je pense que je vais retourner vivre dans ma communauté à un moment donné. Mais j'ai toujours gardé le lien, quel que soit ce que je faisais, mon occupation ou bien mon travail. Et je veux aussi qu'on puisse continuer à travailler ensemble, les trois communautés, qu'on puisse relever les défis ensemble. Puis je voulais vous parler aussi d'un mouvement que j'ai vécu en 2006, puis à l'été 2006, puis qui m'a touchée parce que l'idée de faire de la politique m'est jamais venue. Je voulais plutôt être derrière les rideaux, puis alimenter, aider nos leaders. Mais lors des élections au suffrage universel là, pour le poste de grand chef en 2002, on m'avait parlé de me présenter, mais je n'étais pas prête à l'époque. J'ai jamais voulu aller plus loin là, à ce moment-là. Mais en 2006, j'assistais à une rencontre avec des femmes de la communauté. On discutait d'un plan d'action pour contrer la problématique reliée aux drogues. Puis il y a une des femmes qui m'a dit « Ne fais pas le saut tantôt, là, on va avoir du monde. » Fait on continue la rencontre, puis les gens ils ont commencé à rentrer. Puis il y avait d'autres femmes, des coucoums, des jeunes, des hommes et des aînés. Là, finalement, on a arrêté de discuter, puis un des hommes a pris la parole, puis ça... En tout cas, ça m'a émue, mais ce qu'il a dit, c'est que nous sommes ici pour te demander de te présenter aux prochaines élections. On connaît ton parcours, on sait comment tu es, puis que tu viens d'une lignée politique. Puis une chance que j'étais assis parce que mes jambes tremblaient. Ça a pris du temps avant que les mots me sortent de la bouche. Puis ça se bousculait dans ma tête, mais ce que je pense que j'ai dit, oui, je le veux. Alors, pour terminer, je pense que je veux juste dire qu'il ne faut pas lâcher. C'est le message que je dis toujours aux femmes, aux jeunes, qu'il faut continuer à s'informer, à s'impliquer. Puis il faut consulter nos gens aussi. Puis il faut faire aussi des actions à la base, au sein des jeunes, là, des communautés. Justement, à Manawan, je travaille au niveau de l'éducation, puis on est en train de travailler sur une politique sur la démocratie scolaire et l'implication citoyenne. On veut que les jeunes prennent leur place, très jeunes. Et il y avait deux questions. Je pense,
je voulais aborder aussi l'influence du leadership historique sur le leadership actuel. Je pense qu'il y a quand même il y a un fossé de génération avec l'avènement des pensionnats puis de la loi sur les Indiens. C'est comme si on a voulu balayer nos institutions traditionnelles. Comme avant, c'était tellement important d'avoir l'aval du conseil de sages, des coucoums aussi, de nos gens avant de prendre des décisions. Mais au cours de... J'ai déjà entendu des leaders dire carrément, ou même le montrer que c'est moi qui est chef, c'est moi qui ai été élu, alors c'est à moi de prendre la décision. Je pense qu'il faut changer ça, puis revenir aussi à l'héritage qu'on a eu, là, de travailler plus le consensus, d'aller chercher le consensus auprès des gens. C'est pas évident, je dirais, de faire la politique. Juste à une certaine époque, j'ai travaillé pour la SOCAM, la Société de communication. C'est une radio communautaire qui se rend dans les communautés. Puis la question des négociations globales, ça a toujours été un dossier majeur là, pour chez les Atikamekw. Puis j'étais journaliste à l'époque, je voulais avoir des informations, je voulais savoir où c'était rendu. Puis il y a même un chef qui m'avait clairement dit que la politique, c'était pas pour les jeunes, que je devais laisser ça aux grands. Mais aujourd'hui, je veux juste... je veux lui dire merci parce qu'il m'a permis de me battre puis de continuer à prendre notre place. Là. Et c'est ça, je disais, faut continuer à valoriser nos institutions traditionnelles. Là, puis quand on est chef, au grand chef, il faut être capable d'aller au-delà du personnel puis des divergences d'opinion. J'ai eu de la misère à comprendre là, l'absence de certains chefs lors de mon assermentation en 2006 et 2010. Je pense qu'il faut être capable d'aller au-delà des choses, des conflits personnels. Nous devons plutôt miser sur notre affirmation puis être fiers de ce qu'on a mis en place, parce que tout le processus là, pour avoir un grand chef, c'est une démarche d'affirmation que la nation a entrepris en 2002, puis ça a passé par un processus référendaire. Les gens des 3 communautés ont démontré qu'ils voulaient avoir un grand chef élu au suffrage universel, puis se sont prononcés en faveur de ça, d'où est né notre protocole d'entente politique. Et en tout cas, c'est ce que je veux dire. Il faut bâtir notre projet de société à l'intérieur de ce qu'on met en place, là, puis de nos institutions surtout, puis de les respecter, puis d'y aller avec. Je pense que ça va être... merci de votre écoute. Alors, merci beaucoup, Madame Ottawa, à la fois de ce parcours personnel. Merci aussi de nous permettre de voir davantage l'importance de la communauté, qui est la base de l'autorité qu'on peut détenir à un moment dans notre vie, mais qui repose toujours sur la confiance que nous font les gens. Et je comprends l'émotion que vous avez eue, que vous avez encore de cette confiance qu'on vous a témoignée. Merci beaucoup. On va continuer, certainement qu'il y aura des choses qui vont se répondre avec Viviane Michel. Viviane est une Innu de Maliotenam sur la Côte-Nord. Elle a longtemps travaillé comme intervenante auprès des femmes victimes de violences.
Et en 2012, elle a été nommée présidente de Femmes autochtones du Québec. Et Viviane a apporté et va nous apporter et apporte beaucoup toute la réflexion aussi sur le rôle, la place des femmes dans le leadership autochtone, mais aussi dans toute cette question de relations équitables dans un contexte de colonialisme vécu dans les communautés, comment on vit les relations entre hommes et femmes. Elle va aussi nous parler du vécu par les femmes autochtones au sein de leur communauté. Je tiens à souligner que ce sont les 40 ans de Femmes autochtones du Québec. Je pense que ça mérite une fière main d'applaudissement. Parce que si Mme Ottawa et si Mme Michel sont en mesure de venir nous parler de certaines avancées, parce qu'il y en a aussi à travers les souffrances et le vécu, c'est parce qu'il y a eu des mobilisations collectives qu'entre autres, et beaucoup a permis Femmes autochtones du Québec. Alors, merci, Mme Michel, d'être avec nous et on vous écoute pour 20 minutes aussi. Merci. Quoi? Voilà, c'est mieux, je pense. Je vais prendre mon respire. Nutme de hiek kusketuen tibohgada ke kun tshemdu naskmo ebe hotu de mak kamamunda ku de chi mamuta ya kwema tno huna no winen tno huna no cha na bohenden cham chi Chamanyunt mutan mak chameimun risi when chi speten mak when chi ka toskata kwen nanaskmojin chigen hinojin moak nation ke huinana chi tachkma ou tasiwo mak mindak chi mamutayak. Est-ce que vous avez besoin de traduction? Je tiens avant tout à remercier le Créateur de m'amener ici et de nous avoir choisis justement pour être ensemble, pour vivre une belle journée ensemble. Moi, pour ma part, un bel après-midi, mais je sais que vous avez passé un bel avant-midi aussi. Je tiens aussi à saluer le chef Dominique de Mach2IH. Moi, j'ai une belle reconnaissance envers nos leaders politiques. Et je dis toujours, c'est des gens qui me fascinent parce que ils sont dotés d'une belle connaissance et ils doivent gouverner et essayer de satisfaire une communauté. C'est pas évident parce qu'on a diverses opinions. Je remercie aussi ceux qui nous ont invités, Femmes autochtones du Québec à donner une place aussi à cet événement-là. Je suis une femme Innu. Innu, dans ma langue, veut tout simplement dire être humain. On est tous des Inuits ici présents, sauf qu'on a une culture et une langue différentes à vous. Je suis une femme qui a eu du fun dans la vie. J'ai eu 6 enfants, donc j'en ai eu du fun. Mes enfants portent tous des noms Innu. La première de mes filles s'appelle Chibis. Chibis, dans ma langue, veut dire ruisseau. J'ai le premier de mon fils qui s'appelle Penachoué. Son grand-père s'appelait Penachoué François en français. Et son grand-père était un grand médecin naturel dans la communauté. Les gens pouvaient venir consulter ce médecin-là sans passer la fameuse carte d'assurance maladie et se retrouver avec une facture à la fin. Chez nous, lorsqu'on consulte nos médecins traditionnels, quand tu ne payes pas la médecine est encore plus efficace. Donc, et on ne choisit pas d'être un médecin, c'est la médecine qui vient vers les personnes. J'ai aussi un autre de mes fils qui s'appelle Penouté, dans le Grand Nord, à Shehadit, exactement près de Goose Bay. On avait un grand leader politique qui s'appelait Ben Michel, qui luttait beaucoup pour se faire reconnaître, justement, faire reconnaître notre existence. Un grand ami à nous, donc ça a été une fierté pour moi de donner ce prénom-là à mon fils. Je suis rendue à combien? C'est le troisième de mes fils. Troisième de mes fils, Washtesio. Washtesio, c'est la terre qui s'illumine, toutes les couleurs d'automne que l'on voit. Il est né justement cette saison-là. J'ai aussi Mutcho.
Non, macho, faites attention. Macho dans ma langue veut dire un aigle. Il est né sous la tente avec l'aide d'une sage-femme de ma communauté. L'aigle qui représente beaucoup la force. Et j'ai la dernière et non la moindre qui est Chagignis. Chagignis, c'est le petit lac. Donc, elle grandit. Donc, j'ai enlevé le diminutif. Maintenant, elle devient Chagigan. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, je crois, de retransmettre la fierté de ce que je suis, la fierté de mon peuple. Et on se doit encore de continuer. Mes enfants ont eu beaucoup de misère à s'identifier avec leur prénom parce que dans la communauté, ça ne dérange pas. Mais dès que tu sors pour aller faire ton secondaire chez les populations québécoises, ils reviennent très frustrés. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné un nom normal? Donc voilà, j'essaie encore de sensibiliser, etc. Mais de plus en plus, on porte des noms plus autochtones. Donc, je suis une femme très activiste et très militante dans la communauté. J'ai fait des choses pas catholiques pour le système, on pourrait dire. Exemple, j'ai milité contre le barrage SM3 chez nous. Une grosse machine. Hydro-Québec se bat contre Hydro-Québec. Hein, c'est vraiment la guerre, une guerre de David et Goliath. C'est vraiment une grosse machine. Hydro-Québec a voulu faire chez nous le détournement de notre très grande rivière. Est-ce que vous savez qu'on a une belle grande rivière ici au Québec? Où est-ce qu'on sort des bons saumons de 35 livres? La rivière Moisy, la Mistachipo. Donc, on a manifesté, on a fait un blocus contre, justement, Hydro-Québec. On a quand même gagné une petite victoire. Il n'y a pas eu de détournement qui a été fait, mais on s'est ramassé avec des dossiers criminels. Wow! Votre système est assez foqué. Vraiment, j'ai pas tué personne, je me suis pas battue. Je prends la non-violence durant toute mon existence et on a récolté ça. Mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre système aussi. On a marché aussi pour faire reconnaître 40 000 Autochtones qui étaient en attente d'être reconnus par encore votre gouvernement. Parfois, on doit faire des actions justement concrètes pour qu'il y ait des réalisations à la fin ou des impacts. Et je peux comprendre mes frères chefs ou mes sœurs chefs, leur réticence par rapport au changement de loi qu'il y a eu sur la loi C3. C'était vraiment la réinscription de ces 40 000-là. Parce que toutes les communautés autochtones sont en mode survivance économique. Et même si ces 40 000 autochtones étaient réinscrits, le budget restait tel quel. On est déjà en mode survivance économique. Ça, je peux comprendre la réticence de certains chefs qui ont eu par rapport à l'acceptation de cette loi-là. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai fait. Je suis née de deux cultures. Mon père est québécois. Ma mère est Innu. J'ai vécu dans ma communauté. Je parle ma langue. Je connais mes traditions, ma culture. J'ai fait mes séjours en forêt pour vraiment me reconnecter avec mon identité. Je pense que c'est vraiment important. Ce que je suis en train de vivre, justement, avec Femmes autochtones du Québec, j'acquiers, je fais une belle histoire d'amour, vraiment. J'acquiers beaucoup de connaissances en ce qui est droit, militance, le message qu'on doit porter, la défense des droits, parce qu'on sait que Femmes autochtones du Québec défendent le droit des femmes, combat la discrimination, fait de la promotion à la non-violence. Maintenant, on a l'environnement, la justice, etc. C'est assez large comme mandat. Mais on parle de leadership. Je pense que quand on parle de leadership, ça commence par soi. Est-ce qu'on y croit vraiment? Ou ce qu'on veut prôner? Est-ce qu'on y croit vraiment? Bien non, est-ce qu'on veut être juste sur une plateforme puis refléter let's go, on est des porte-paroles ou peu importe? Je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Je suis une femme de cœur et lorsque je m'embarque, j'y vais à 100 000 à l'heure sans regarder quel impact que je peux avoir à la fin, avec quoi je peux me ramasser à la fin. J'ai un but précis, je vais le faire, puis je vais aller jusqu'au bout. Je pense que c'est une des choses que les femmes ont. Elles sont plus actives maintenant, parce qu'on peut voir le réveil des femmes qu'il y a eu maintenant. Il y a eu une époque où les femmes, il y avait ce système matriarcal où les femmes restaient à la maison, faisaient des enfants, la popote, etc. Maintenant,
les rôles se sont inversés dans les communautés autochtones. Beaucoup de femmes deviennent pourvoyeurs. Beaucoup de femmes prennent la place dans le monde politique. Et on a quand même un chiffre qui dit 103 femmes politiques élues sur des places de 250 places. On parle de conseillers et chefs. C'est beaucoup, 103. Pour moi, c'est beaucoup. Je trouve que le monde évolue, les femmes se réveillent, il y a un éveil, il y a une conscience qui est réveillée. Si j'ai décidé de prôner, de prendre ma place, pas la place des autres, ma place pour me faire entendre, c'est parce qu'à quelque part, je suis consciente qu'il y a de l'injustice auprès des peuples autochtones. Je suis consciente qu'il y a de la discrimination auprès des peuples autochtones. Et si je reste assise dans ma chaise à ne rien faire, mais je vais toujours passer pour une victime. Je pense qu'on est rendu à un momentum où la victimisation doit être... C'est assez. C'est assez maintenant. Oui, il y a eu tous les passages des Autochtones lorsqu'on parle des pensionnats. C'est important de le mentionner. Oui, il y a eu de la colonisation. Tous ces impacts-là qu'on a vécus, on est quand même tous des survivants. Il doit y avoir une éducation qui doit se faire. Moi, je parle beaucoup d'éducation populaire. Que savez-vous vraiment de nous? Vous nous invitez aujourd'hui. On parle de leadership. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Vous nous invitez. Est-ce que vous nous connaissez vraiment? On vit dans la même planète. On marche sur la même terre. Est-ce que vous êtes déjà venus nous voir? Est-ce que vous êtes déjà venus nous voir dans notre habitat naturel? Est-ce que vous avez déjà vu c'est quoi une communauté? Je pense que si vous voulez vraiment établir des relations d'alliance ou des relations de travail ensemble, il y a ce bout-là à faire. On a un bout qui est très important à faire, à raconter notre propre histoire, pas pour être dans la victimisation. Si on veut vraiment cohabiter ensemble, il y a une histoire qui doit être entendue. Oui, la colonisation, mais je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour lancer des messages justement culpabilisants. Je ne veux pas faire vivre une culpabilité aux gens, c'est assez. Je pense qu'on doit passer au-delà de ça. Mais on doit aussi raconter ce qui s'est passé dans les pensionnats. Ce passage-là, il est important pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est devenu ça aujourd'hui dans les communautés. La société en général projette une image assez négative des peuples autochtones. C'est une gang d'alcooliques, une gang de drogués, ils ne veulent pas travailler, en plus ils ne payent pas de taxes. C'est vrai qu'on n'en paye pas de taxes, mais juste dans la communauté. Dès qu'on sort de la communauté, on en paye. J'ai travaillé 5 ans dans la ville de Québec, j'ai payé de l'impôt comme vous. Ça, c'est des mythes qui doivent être justement brisés ou faire tomber. Et avec toutes les connaissances que j'acquiers maintenant, toute cette merveilleuse expérience que j'acquiers, quand j'aurai fini mon chemin avec Femmes autochtones, parce que je ne sais pas, c'est des mandats de 2 ans et j'ai droit à 4 mandats de 2 ans si les femmes veulent. Ma conscience est tellement éveillée, réveillée et éveillée que je dois la retransmettre aux miens. Je trouve ça important. Les peuples deviennent peut-être trop passifs à quelque part. Je veux que mon peuple se réveille. Je veux que mon peuple ait une conscience réveillée et puisse être en mode action ou puisse prendre la parole n'importe où, n'importe quand. Puisse se défendre. Je pense que c'est important. Pas dans un sens où est-ce qu'on doit se battre, mais dans un sens où est-ce qu'on doit se faire reconnaître. Et pour justement se faire reconnaître, il y a encore un bon bout de chemin à faire. On a besoin de vous. On a besoin de travailler ensemble. Depuis combien d'années on crie au gouvernement « You, on est ici, on existe, on vous a accueillis, on vous a nourris, on vous a soignés, etc. » Il y a même eu la déclaration des peuples autochtones à l'ONU qui a été déposée à la demande des peuples autochtones. Notre propre vision, nos propres inquiétudes, nos propres recommandations, nos propres revendications. Tellement simple.
Sauf que le Canada n'a pas signé. Mais on n'a pas lâché. Année après année, on retourne à l'ONU justement pour faire reconnaître cette déclaration-là. Le Canada décide de signer, mais ajoute avec aucun changement. La colonisation existe encore aujourd'hui et est encore en pratique aujourd'hui, en 2014. Si vous avez la chance d'aller voir la loi sur les Indiens, vous allez vous amuser, je vous assure. C'est vraiment aberrant comme dans certains articles où est-ce que la loi sur les Indiens est vraiment désuète. On est en 2014, on n'est pas dans les années 1800. Elle est encore applicable dans les communautés. Et c'est pas nous qui définissons qui nous règle, nos règlements, etc. On est maintenu comme des marionnettes avec des fils par quelqu'un au plus haut, qui est le gouvernement. Et il y a cette crise de dépendance économique qui me tape sur les nerfs. Dès qu'on essaie de débattre quelque chose, dès qu'on essaie d'être en action ou de manifester, il y a une coupure qui nous attend, nous, chez nous. Et on est toujours en mode tétage. Il faut téter ces gouvernements-là, parce qu'il faut valider qu'on existe, il faut valider que ça rejoint nos aspirations. On a du gros travail à faire ensemble. On a besoin de vous. Dans le sens que si on est en mode action lorsqu'on est, j'adore, justement, j'ai hâte d'entendre Mélissa, le mouvement Idle No More. Ces deux peuples, ce que j'aime dans ça, Femmes autochtones, ça implique beaucoup. Ce que j'aime, c'est parce que c'est une éducation populaire qui se fait. On est rendu là. On doit faire entendre, on doit vous faire comprendre c'est quoi la loi C-31, ça touche quoi, etc. Toutes les lois, les changements de loi. Qu'est-ce que ça aura comme impact chez nous? Et en même temps, ça crée des liens, et en même temps, ça fait tomber des préjugés, et en même temps, l'éducation se poursuit. Vous êtes ici, vous avez une responsabilité maintenant aujourd'hui. Vous avez entendu des gens. Vous avez appris des choses, vous avez découvert des choses. Votre responsabilité, c'est de la retransmettre après. Si vous entendez, parce que je suis certaine que vous entendez des préjugés, vous avez des réponses maintenant. Ça fait partie justement du travail à la chaîne. J'ai des choses concrètes à faire. Nous, Femmes autochtones, on travaille en alliance avec plusieurs groupes. On a justement la coalition des peuples autochtones, nos diverses, je ne veux pas toutes les nommer parce que je ne les connais pas par cœur. D'autres Amnesty International, Frafru ou Frapru? Frapru. Tous ces gens-là, ces organismes-là qui travaillent pour les gens à la base, qui travaillent pour les droits de l'homme, qui travaillent pour les droits de l'individu. Ça, ce serait un bon gouvernement, en tout cas. Ce serait vraiment un bon gouvernement pour un changement, justement, de monde. Nous, on travaille avec ces gens-là. Je pense qu'on devrait tous travailler de cette façon-là, ensemble, se partager et lutter ensemble pour faire croire, pour faire voir au gouvernement, justement, qu'il y a... Et quand c'est vous, les non autochtones, qui venez nous supporter, ça a plus d'impact. Nous, tout seuls, les gouvernements nous ignorent complètement. Votre gouvernement Harper, là, lui, il s'en fout des Autochtones. C'est vraiment... Ah, c'est pas votre gouvernement? Mais écoutez, il a été élu quand même. Mais écoutez, il ignore complètement les peuples autochtones. Dans la Déclaration des peuples autochtones, on demande d'être consulté. Je le vois comme un train qui passe vite. Il se fout qui est en avant puis qui est dans les côtés. Il y a un but précis, développement, l'économie. C'est vraiment un gouvernement destructeur, surtout pour les peuples autochtones. Moi, j'en ai peur. J'en ai peur et j'ai besoin qu'on aille au-delà de ça. Comment lui faire comprendre? Je lui envoie des belles énergies. Écoutez, je veux lui envoyer des belles énergies parce que je veux en recevoir. Si je lui envoie de la merde, je vais recevoir de la merde. C'est pas ça que je veux. J'ai un rêve de Poimoun. J'ai vraiment un rêve. Et je le précise toujours chaque fois. Mon rêve, c'est de de nous reconnaître en tant que peuple, avec toutes nos différences, et être respectés dans ce que nous sommes, et nous donner le droit
Le droit de choisir, le droit de décider où est-ce qu'on veut aller, nous aussi, dans ce qu'on est. C'est simple. C'est vraiment simple. Mon peuple vivait de façon Mon peuple a toujours vécu en harmonie avec tout ce qui l'entoure. On a été brisé à quelque part. Maintenant, il faut regarder demain. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain? Et je peux vous dire que le leadership, tout à l'heure, je suis contente d'avoir entendu Eva justement parler. C'est pas parce qu'on a des titres qu'on est plus entendu. Je me souviens, j'allais toujours au colloque Sierra à l'Université Laval, puis j'avais un de mes profs, je ne vais pas nommer le nom, j'allais toujours le saluer parce qu'il me fascinait, il y avait des connaissances autochtones. Mais c'était pas plus que ça. Oui, bonjour, puis pas plus que ça. Mais quand je suis devenue présidente, oups, le changement. Là, je suis plus intéressante. Chaque fois que je vais à des endroits, j'adore parler avec tout le monde. J'adore parler avec les gens de la base. Les gens ont besoin de parler. Tous les gens sont importants. Pas à cause qu'on a des titres qu'on est plus important que les autres. Et ça, je pense que chez nous, ça a des belles valeurs comme ça, parce qu'on a toujours eu des rapports égalitaires. Et on se doit encore de continuer, même dans le leadership, à être égalitaire. Donner la place aux gens. Entendre les gens, les inquiétudes des gens. Et moi, j'adore, juste un exemple, quand on parle de réveiller un leadership, qu'est-ce que je veux pendant que je suis ici et maintenant? Je veux que mon peuple se réveille, je veux qu'une conscience se réveille comme ma conscience est réveillée pour que je puisse prendre la parole, pour que je puisse retransmettre cette parole-là. Et dans cette conscience, il faut vraiment travailler la jeunesse. Quand j'aurai fini mon temps avec Femmes autochtones du Québec, je vais faire de l'éducation populaire. Je n'ai pas besoin d'être payée. Je vais rencontrer les miens puis je vais les éduquer. Ils doivent savoir c'est quoi la loi sur les Indiens. C'est pas évident. Personne ne la connaît dans les communautés. À peu près personne. Ils doivent savoir c'est quoi le droit des femmes, les droits de l'homme, les droits humains. Ils doivent comprendre pour qu'ils sachent qu'ils ont des droits à quelque part. Donc, ça, c'est un de mes objectifs futurs. En conclusion, s'il vous plaît. C'est ça qui est écrit. Je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir invités, de nous avoir accueillis. Jusqu'à maintenant. Gwitch. Merci beaucoup, Viviane Michel. Merci de nous offrir de la passion et de la conviction. Je pense que c'est peut-être de fait le plus bel exemple de vivre à partir de conviction. Dans la démarche entre la Fédération des femmes du Québec et Femmes autochtones du Québec lors des États généraux, vous aviez partagé le cheminement que les deux équipes de femmes vous aviez fait ensemble. Et la première condition était d'aller sur le terrain, vous rencontrer, et ça a changé complètement la pratique et la préparation que vous avez vécue. Alors, merci de nous le rappeler, et j'espère que, à notre mesure, le Centre, on pourra essayer d'y donner suite aussi. Merci de ce rappel. C'est à votre tour. Poursuivons avec trois jeunes qui vont continuer la réflexion déjà amorcée sur le leadership. On a avec nous celui qui vous a été présenté ce matin, Chad Diabo, qui est un Mohawk de Kahnawake, qui est guérisseur, qui est aussi musicien, chanteur, comme l'a dit Augusti ce matin. Donc, Chad va nous partager à partir de son expérience au sein de sa communauté, de sa nation, ses réflexions sur la place des jeunes aussi et du nouveau leadership qui s'affirme. Et je vous présenterai tout à l'heure nos deux représentantes pour Idle No More qui poursuivront à partir de leur expérience. Je pense que c'est important de
de prendre conscience qu'il y a à la fois une continuité puis quelque chose de nouveau qui se dessine aussi parmi les générations montantes chez les Autochtones. Il y a des formations nouvelles que les hommes et les femmes des nations autochtones sont allés se chercher. Il y a des expériences différentes avec les non-autochtones qui se vivent et qui marquent aussi les formes d'engagement, les formes de lutte et les formes de militance et de réalisation qu'ils font. Alors, ils pourront nous en témoigner et nous partager leurs réflexions. Alors, Chad, à vous, un premier petit 20 minutes pour nous entretenir sur votre expérience. OK. Oups. OK. Une petite correction, je ne suis pas guérisseur. Je suis formateur. Ah bon, désolé. Et comme formateur, je suis formateur dans différentes maîtrises, différentes places de travailler. Une, c'est un premier soin en suicide. C'est une formation qui s'appelle ASSIST, Applied Suicide Intervention Skills Training. C'est une formation de 2 jours où on donne des outils à des personnes de comment faire un premier soin avec quelqu'un qui a des tentatives, des pensées de suicide. Il y a une nouvelle formation aussi qui est premier soin santé mentale, qui est avec la Commission de santé mentale du Canada. Ça, c'est une nouvelle formation que je suis formateur en dedans. Et c'est comment qu'on va identifier les différents problèmes santé mentaux qui existent parmi les jeunes, mais qui commencent avec les jeunes. 70% de tous les problèmes santé mentaux sont et se portent et se commencent quand les jeunes sont en adolescence. Ça fait que ça, c'est une grande chose. Ça, ce sont quelques-unes des formations que j'en donne. Je donne ces formations pas juste aux autochtones, mais les non-autochtones aussi. J'ai été demandé par Agustin de venir vous parler aujourd'hui de le leadership et la revendication et aussi avec au niveau des jeunes. Il faut que je dise à tout le monde aussi, je ne suis pas un jeune. Peut-être j'ai l'air jeune, mais cette année, je vais me tourner à 40. Pour une partie de notre groupe, vous êtes encore jeune. Une des raisons aussi que je suis ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Mohawks qui parlent français. Ça fait que ça, c'est une des raisons que moi, je peux parler aussi de ça. Mais je travaille auprès des jeunes, ça fait que je peux partager avec vous autres une des choses. Une première chose, c'est pour commencer, c'était pour répondre à une des questions qui était demandée. Pourquoi on parle de notre gouvernement, de ton gouvernement, et ton question était comment on peut faire un gouvernement ensemble? On ne peut pas le faire. Et au niveau de Mohawk Iroquois, on ne peut pas le faire. Ça, c'est mon réponse. Et la réponse est basée au wampum de 2 rangées. Et juste pour, je vais le dessiner ici tout de suite, juste pour dire pourquoi on peut faire ça. Mais c'est parce qu'il va revenir s'asseoir, puis ça va peut-être. Ça fait qu'il faut donner une explication à ça. Comme je dis, je n'ai pas posé de mic. Ça représente une bande de perles. La bande, c'est en blanc. Il y en a 2 bandes. Une bande en mauve ici et une autre ici. Et ça, c'était un des premiers traités que mes ancêtres ont fait avec vos ancêtres. Pour une raison vraiment distincte et pour dire comment on va marcher ensemble. Cette bande, ça représente une rivière. Cette première bande, c'est le canot des Iroquois, les 5 nations iroquoiennes, mon peuple. Et dans ce canot, on a nos lois, nos politiques, nos façons de religion, nos croyances, tout ça. Toute la société ici. Ici, vous avez le bateau européen. Soit que c'est Dutch, anglais, français,
Avec chaque nation, même les Russes qui étaient ici en Amérique du Nord, on a fait cette même traité avec les autres. Eux, ils sont dans leur bateau. Avec vos croyances, vos religions, votre système de politique, tout ce qui est dans votre société est ici. Les deux, on va traverser cette même rivière ensemble, en parallèle. Mais on ne va pas croiser. Parce que si vous ne faites pas de vision des rapides, et si vous avez un pied dans ce canot et un pied dans le bateau, et tu viens des rapides, qu'est-ce qui va arriver? Les deux vont tourner. Notre système, cette traité, était élu par nos anciens pour le temps moderne. C'était une vision. Nous avons notre culture distincte, vous avez votre culture distincte. Mais on ne s'en mêle pas. C'est que les politiques québécoises, canadiennes, en fur et à mesure de jour à jour, ne s'impliquent pas et ne changent pas ce qui est iroquoien. Mais nous aussi, on ne s'engage pas avec le gouvernement. Le vote qui vient de se passer, moi, je ne suis pas voté. Il y en a certains Iroquois de Mohawk qui ont passé à ce côté pour les voter. Maintenant, ils sont hors de notre sang. Maintenant, ils sont Québécois. C'est à chacun de faire son choix. Il y a des façons traditionnelles pour que les Québécois puissent s'engager et devenir Iroquois, soit par mariage ou adoption, mais ça, c'est vraiment rare. Peut-être en ancien temps, ça faisait beaucoup, mais maintenant, c'est vraiment rare. Par mariage encore, mais il y a des démarches à faire ça sur terrain par les familles. Mais ça, c'est pour la raison qu'on ne peut pas voir le gouvernement. Si moi, je m'identifie nationalement, je suis Mohawk, Kanien'kehá:ka, de Kahnawake. Je vis ici dans le même territoire de Québec. Je ne suis pas Québécois et je ne suis pas Canadien. Et jamais dans ma vie, de ce que je crois maintenant, je vais devenir Canadien. Mon passeport est un passeport iroquoien, signé par les chefs iroquois. Et c'est comme ça que je fais mes trajets n'importe où dans le monde. Et j'ai utilisé déjà ce passeport pour aller à différentes places. Et quand je suis allé à Australie. Et les personnes en custom regardaient ça et disaient, oh, OK, vous êtes iroquoien, tu peux venir passer, mais je n'ai pas le droit de mettre mes dents. Parce que la politique canadienne ne veut pas que moi je fasse ça. Il y a beaucoup de jeux politiques à différents niveaux. On sait comment jouer ces jeux. Mais ça ne va pas changer. Aussi, j'ai... 10 minutes, OK. J'ai parlé avec une autre femme tantôt. Et on a parlé de les droits de la personne. Nous, comme Iroquoiens, on ne croit pas dans les droits de la personne. Ça, c'est pas notre système de croyance. Nous, on croit dans la responsabilité. Si les gens prennent responsabilité pour eux-mêmes, il n'y a pas de besoin de droits. Si les personnes prennent responsabilité de leurs enfants, il n'y a pas de possibilité de droit comme santé jeunesse. Parce que les parents sont responsables. Ce n'est pas les droits de l'enfant, ce n'est pas les droits de l'homme, ce n'est pas les droits des hommes. Si tout le monde est conscient et prend soin de ses responsabilités, il n'y a pas de raison de droits humains. Parce que les responsabilités de la personne, de la famille, de la communauté, de la nation, tout, quand les gens prennent responsabilité pour eux-mêmes, il n'y a pas de raison pour les droits. Ça, c'est juste un autre point que je voulais mettre. D'autre que ça, je peux vous parler de la journée quotidienne sur la réserve. Il y en a des problèmes que tu vas trouver à Montréal. Les mêmes problèmes. Problèmes de toxicomanie, problèmes de drogue, problèmes de suicide, problèmes de santé mentale. Mais parmi nous, à Kahnawake, on fait nos propres travaux
pour faire nos propres réponses à nos problèmes. On va regarder la situation, on va trouver notre propre réponse et maintenant on va faire les travaux à faire défi à ces problèmes. Les problèmes, ça devient en monnaie. Ça, c'est que maintenant le gouvernement veut qu'on le fasse travailler ces problèmes, mais de leur stratégie, de leur façon. Et qu'on va sauter dans leurs hoops pour faire le travail. Ça, c'est une des choses qu'on trouve maintenant. Je travaille dans les services sociaux, mais à chaque année, il y a moins de monnaie. Mais il y a plus de façons que dis-nous comment tu vas dépenser cette monnaie. De plus en plus, faire cette épreuve. Il veut voir comment on va faire tirer la monnaie le plus que possible. Et chaque année, notre population s'augmente. Vous avez dit la population de ton communauté, c'est presque 2000? 2300. 2300? 6000 à l'extérieur. 6000 à l'extérieur. Population de Kahnawake, sur le territoire, presque 9000. Et c'est pas pour dire que nous sommes tous que vous autres, mais les problèmes sont plus grands. Mais de nation à nation, ils donnent la même monnaie. Ce qu'ils donnent à eux autres, c'est qu'ils nous donnent à nous autres. Ils ne prennent pas conscience de combien de personnes. Et aussi, il y a des fois qu'ils veulent dire que combien vous avez de personnes sur le territoire, on va juste donner assez de monnaie pour ça. C'est que les autres 4000 qui sont en hors de territoire, on ne les couvre pas maintenant. Maintenant, ils sont québécois. C'est comme ça que le gouvernement regarde ça. Et c'est pour ça que jamais ça va devenir notre gouvernement. La façon de travailler avec les droits et de travailler avec comment on va dépenser de chaque personne. Et c'est comme ça que l'avocat a parlé de ce matin. C'est pourquoi que le gouvernement dit et définit qui nous sommes et qui peut être qui à coup de monnaie. Nous sommes juste les Autochtones quand nous sommes sur réserve. Quand nous sommes en or, on est Québécois ou Canadiens. N'importe quel problème. Au niveau des questions de leadership et des jeunes, quelque chose qui est vraiment difficile pour nous autres, c'est que notre coutume d'être Mohawk, de toujours prendre un défi et de le surmonter, d'être costaud, d'être agressif au niveau de problème. Si nos gens à Kahnawake sont élevés dans une maison traditionnelle, toutes les raisons, toutes les croyances qui vont avec ça, ils sont instillés dans les jeunes. Pourquoi vous êtes comme vous êtes? Assez agressif, assez costaud, assez comment nous sommes. Si les gens sont vécus dans une maison où c'est dysfonctionnel, où il y a des toxicomanies, alcoolisme, tout ça, les gens sont assez costauds et assez tête dure. C'est que pour les faire changer d'un système plus en santé, ça c'est notre défi. Au niveau de leadership, c'est la même chose. Si les gens viennent d'une famille que ça ne fonctionne pas dans la maison, ces personnes avec le style de chef, de système Indian Affairs, ces personnes-là peuvent devenir chefs. Et comme ça, que ça ne marche pas dans la maison, ils vont emmener ça dans le système de gouvernement. Et comme ils sont élus, cette personne peut élever dans une telle position. Le coutume traditionnel de la longue maison, c'est les femmes qui vont choisir les chefs. Et ils vont regarder les enfants comment ils jouent ensemble. Quelques-unes qui partagent, ceux qui vont faire la bataille, ceux qui vont manipuler leurs amis. C'est que maintenant, quand ils portent un enfant, ils savent qui va élever comme chef, qui va être le plus bon chef. Et c'est ça le problème de leadership à Kahnawake. Il y en a deux systèmes. Il y a le système traditionnel dans la longue maison. Et il y a certaines parties des 9000 personnes qui vont là.
Il y a d'autres personnes qui vont avec le conseil de bande de Kahnawake, Mohawk Council. Mais ça, c'est en minorité. Parce qu'il y a juste, dans les dernières élections, il y avait presque 1,200, 1,700. C'est 1700 personnes qui sont engagées dans ce système, quand ils ont compté tous les votes. Pour une population de 9000, il y a 1700 qui fait partie de cette partie de gouvernement. Mais c'est eux qui décident ce qui se passe à Kahnawake. Ça fait que les personnes qui sont d'un style traditionnel ne s'engagent pas à ce système. Et il y a plus de personnes, plus de familles dans la longue maison. Mais il y en a 3 longues maisons à Kahnawake. 3 différentes façons de faire une croyance, de travailler sur la longue maison. Mais quand il fait des travaux, il y a beaucoup de familles qui vont là, auprès d'aller au conseil de bande. Ça fait qu'au niveau de leadership, il y a des choses qui se passent dans différentes places, différents niveaux à Kahnawake. Et si tu veux t'appliquer et assister à ça, il faut que toi, tu vas à Kahnawake pour devenir c'est qui en pouvoir et c'est qui tu vas aider. Merci beaucoup, John. Yeah. Il y aura certainement des questions qui vont suivre ce début de réflexion dans une nation qui a son fonctionnement aussi. On commence à découvrir, tout à l'heure avec les Inuits, là avec les Mohawks, que chaque nation a ses particularités, a son histoire, a son fonctionnement. Merci d'avoir ouvert quelques portes, Chad, et on va poursuivre tout à l'heure. Nous allons entendre Mélissa Molène-Dupuis et Natacha Canapé-Fontaine, toutes les deux représentantes de Idle No More. On en avait demandé une et on en a 2. On est chanceux. On a encore plus pour le peu de temps, malheureusement, qu'on peut passer. On réalise qu'on aurait pu passer 2 journées, même 3 journées sur ces questions-là et avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Mélissa et Natacha vont se répondre, je pense, au fil de leur échange. Mais Natacha est aussi poète et slameuse. Et elle va probablement nous introduire quelque chose de l'ordre d'un slam au cours de la présentation. Natacha a à cœur la guérison de son peuple, elle aussi, qui a été marquée par les pensionnats autochtones. Elle a fait partie de plusieurs démarches. Elle a été très interpellée en voyant des femmes Inuits marcher, le blocus de la route 133, et elle a choisi, comme jeune, de s'impliquer à l'intérieur d'Idle No More. Et elle a un recueil de poésie que nous n'avons pas, malheureusement, mais que quelques-uns ont demandé, mais qu'on vous recommande, qui est très beau, « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». Mélissa, qui a grandi à Mingan, sur la Côte-Nord. Elle est issue à la fois de la culture québécoise et la culture Innu. Et elle est, depuis plusieurs années, animatrice au Jardin des Premières Nations, où elle met à profit de toutes les personnes qui le fréquentent, le jardin, à la fois sa connaissance des 2 cultures et de les mettre en relation l'une avec l'autre. Elle a été parmi les fondatrices d'artistes, où elle a fondé Artistes autochtones du Québec et la branche québécoise. Elle a aussi fondé avec Ouidia Larivière la branche québécoise d'Idle No More. Alors, mesdames, un petit 25 minutes à vous deux pour nous parler de cette expérience d'Idle No More. Mais est-ce que ça vous amène à réfléchir sur votre place comme jeune femme, comme jeune? Est-ce que vous retenez du leadership ancestral? Est-ce que vous faites à votre façon aujourd'hui? Ça va être habituellement, avant de commencer de prendre parole dans n'importe quel territoire, on tient toujours à remercier la nation qui nous accueille justement sur ce territoire. Présentement, c'est la nation Mohawk, donc on est chanceux parce qu'on a justement un représentant de cette nation qui a pu venir parler aujourd'hui et qui est assez gracieux pour le faire en français parce que c'est pas il n'est pas obligé de le faire dans la langue de l'autre, mais il le fait, je pense, parce qu'il y a un besoin d'éducation qui est large. Je suis contente qu'il ait parlé justement du Toro Wampum, du Wampum à 2 rangs, parce que ça fait aussi partie de beaucoup des idéaux, des idéologies qui nourrissent Idle No More.
Donc, I Don't Know More, on dit souvent cofondateur, on préfère dire co-organisateur. Parce qu'il y a une idée où est-ce que il appartient à personne, ce mouvement-là. Le monde il me demandait... Moi, j'ai demandé la permission. Widia, avec qui aussi on a organisé, a demandé la permission aux ce qu'on appelait les fondatrices du mouvement, celles qui ont parti les premières actions qui s'appelaient I Don't Know More. Et les autres ont dit, ben oui. Puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas demandé la permission pour faire ces actions-là. C'était une mobilisation qui nous appartenait, puis on demande trop souvent la permission pour agir quand on vit des injustices. Et justement, quand on parle de leadership, je dis tout le temps, les bons leaders, puis je remercie justement les leaders qui sont venus parler. J'ai entendu des échos justement des choses qui nous nourrissent nous-mêmes, mais je dis, les bons leaders sont importants, mais les mauvais leaders sont aussi importants. Parce que c'est pas les bons leaders qui m'ont fait me lever puis me bouger le derrière, c'est les mauvais leaders. Les bons leaders, là, tu les suis, tu es content, ils parlent pour toi, ils disent tes idées, ils les défendent, mais c'est comme le devant du bateau, c'est tout lui qui mange le coup, qui mange le choc, et ça devient épuisant à la fin. Je dis même les mauvais leaders, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile, c'est pas évident de faire du leadership parce que ça veut dire qu'il faut que tu parles pour plusieurs personnes puis il y a toujours quelqu'un en arrière qui est pas content. Tu vas pas assez vite, tu vas pas assez loin, tu vas pas assez à gauche, pas assez à droite. Non? Il y a tout le temps quelqu'un pour chialer, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va vouloir se mettre en avant, comme dans une portée d'outarde. C'est tout le temps l'outarde de devant qui mange tout le choc, qui dépense le plus d'énergie pour que tout le groupe puisse avancer de façon plus fluide. Mais comme dans toute portée d'outarde, des fois, l'outarde de devant doit prendre un repos, aller vers le derrière, puis une autre outarde prend son devant. Et c'est comme ça que le leadership traditionnel fonctionne. Il n'y avait pas le même genre d'idéologie qui était derrière ce leadership-là. Et c'est le leadership dont on s'inspire le plus. C'est pour ça qu'on a des c'est pour ça qu'on reconnaît beaucoup maintenant, de plus en plus, des formes de coprésidence, de co-organisation, parce que enlever le titre, c'est comme tuer la pyramide. Plutôt que d'avoir la pyramide de leadership, comme on la voit beaucoup en politique, en royauté, en impérialisme, où est-ce que tu as la pointe de la pyramide puis tu as le dessous, ça veut dire que la plus grosse partie de la pyramide repose sur les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont le moins moyen de se défendre. Alors que dans un leadership autochtone, tu arrondis puis tu mets à l'horizontale. Fait qu'il n'y en a pas d'angle. Il n'y a personne qui va prendre tout le coup. Il y a juste une circularité qui permet que tout le monde peut avoir sa parole. Et même ceux qui ne sont pas à l'aise de prendre parole, qui ne se sentent pas à l'aise de prendre une forme de leadership, d'aller à l'avant de la portée d'outarde, vont avoir quand même leur place pour se faire entendre. Et c'est ça, j'entendais tantôt, tu sais, c'est moi le chef, c'est moi qui décide pour tout le monde. Ça, c'est le signe de mauvais leadership. Le signe de bon leadership, c'est justement, j'ai écouté et j'essaye au mieux de mes capacités de pouvoir porter la parole de plusieurs. C'est comme le go. Hein? Le go. Ouais, on se donne le go. Non, le lien que je fais avec le go, c'est parce qu'à un moment donné, dans la campagne, il a sorti une annonce comme un vrai chef s'est levé. Puis moi, cette grosse annonce-là, au lendemain d'un débat des chefs où il n'a pas vraiment parlé, ça m'a un peu insultée dans ma conception du vrai chef qui se lève. Lui, il se proclame vrai chef qui se lève, alors qu'il nous prouve peut-être tout à fait le contraire. Mais c'est pour ça que je riais. OK. Mauvais leader. OK. On s'est pas donné le goût, en tout cas, là. Fait que nous autres, c'est sûr qu'on est un mouvement qui est contemporain. On est des jeunes. On est beaucoup de jeunes dans le milieu urbain parce qu'on n'a pas, en milieu urbain, la même représentativité à laquelle on peut compter dans les communautés. Et même dans les communautés, on va souvent avoir des histoires d'horreur de chefs qui empochent de l'argent, mais on a aussi d'excellents chefs qui font ça des fois de génération en génération ou qui vont travailler avec les conseils plus traditionnels, avec le conseil des aînés. Et ça, on en entend toujours moins parler, mais les jeunes en milieu urbain, on n'a pas ça.
On n'a pas les aînés en milieu urbain et les enfants et les adultes en milieu urbain. On n'a pas nos chefs, on n'a pas de conseils d'aînés qui peuvent parler pour nous. Donc, on essaie de se créer nous-mêmes, justement, nos canaux, mais en milieu urbain. Et c'est pas toujours évident parce que nos droits sont reconnus seulement soit par des droits territoriaux qui sont défendus par qui sont reconnus, excusez-moi, pas défendus, sont reconnus par la Constitution canadienne, reconnus par des arrêts au niveau de la Cour suprême, ou si tu es dans une réserve et que tu as des chefs, et là, tu peux négocier avec tes chefs directement de réserve. Ça, c'est deux manières. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont en milieu urbain? Est-ce qu'on arrête d'exister? Est-ce qu'on devient justement des Québécois, des Canadiens, des Ontariens? Non, parce qu'on existe encore. Les jeunes autochtones, on vit une hypermobilité qui fait qu'on va être 3 mois dans notre communauté, 3 mois dans la communauté de quelqu'un d'autre, 6 mois à Montréal, 3 mois à Toronto. On bouge encore beaucoup. Mais est-ce que ça veut dire qu'on disparaît légalement? Est-ce que ça veut dire qu'on disparaît politiquement aussi? C'est là où est-ce qu'on crée des mouvements comme Idle No More. Et Idle No More, ça, en français, nous autres, la meilleure manière qu'on a eu de le décrire, c'était « fini l'inertie ». Et ce n'était pas de dire à l'autre, à vous autres, « Hey, on se bouge là derrière », c'était de se le dire à soi-même. Fait aussi, nous-mêmes, dans nos propres, ce qu'on appelle les rangs, là, entre nous autres, il y a eu des divergences d'opinion, puis c'est sain parce qu'on crée quelque chose de nouveau. Je dis, il n'y a rien de plus effrayant que des lemmings qui se lèvent ensemble et qui vont tout ensemble dans la même direction sans se poser de questions. Il y a eu des questionnements. Et il y en a qui s'est dit, ben on était actifs avant, on n'était pas idle. Je dis, oui, vous étiez actifs avant. J'ai dit, nous, on ne l'était pas, par exemple. Et on a eu une division aussi par rapport à ceux qui étaient beaucoup plus, qui avaient une mentalité beaucoup plus warrior sur le terrain, qui allaient défendre directement par des camps de protection du territoire, le territoire. Et il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus tranquilles, mais qui utilisaient les médias sociaux, les médias tout court, là, les journaux, pour faire connaître les causes autochtones. Et je donne un exemple. J'ai dit, il y a plusieurs sortes de leadership et il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Et un des exemples, c'est pendant le débat des droits civiques aux États-Unis, tu as eu la vague Martin Luther King, tu as eu les Malcolm X, tu as eu les Black Panthers. Je dis, mais tout ça, là, c'était... Plus le mouvement était large, plus il a raclé large, et maintenant, il y a un président qui est noir. J'ai dit, c'est comme ça qu'on doit le voir aussi. Il ne faut pas le voir comme des oppositions, il faut le voir comme des gens qui couvrent un peu plus large de terrain, mais qui n'ont pas toute la même manière de faire. Et qui ont pas... Je sais que c'est triste parce qu'il y a la majorité des leaders dans ce mouvement-là qui ont disparu de façon assez violente, mais ça n'empêche pas que le travail qui a été fait a changé la civilisation telle qu'on la connaît en Amérique du Nord. Donc, avoir une présence, une mobilisation autochtone dans des nouvelles conditions, c'est-à-dire en dehors des réserves, en dehors aussi des concepts d'être Indien inscrit, parce que I Don't Know More, on ne défend pas seulement les droits des Indiens inscrits, on défend aussi les droits liés au titre aborigène, au titre autochtone, et on respecte aussi le droit que d'être autochtone, c'est pas selon la définition que le gouvernement en face de toi va faire de t'es-tu 6.1, 6.2, C31, blanc à pois rouge, tu sais. Qu'est-ce que t'es? C'est pas lui qui va définir, c'est toi qui vas le définir. Et de se réapproprier notre droit aussi de s'auto-identifier. Je pense aussi au fait que, je pense que Chad, ce qu'il a souligné tantôt, c'est très important, que votre gouvernement, notre gouvernement, mais aussi nos gouvernements. Je veux dire, Première Nation, c'est pas la Première Nation, c'est les Premières Nations. Même entre les Mohawks et les Inuits, à une certaine époque, c'était pas, on n'était pas en grande paix. Mais, justement, ça forçait à se parler, tu sais, je veux dire, des fois on était en guerre, des fois on était en paix, mais on se parlait, il y avait une négociation, puis on était capable d'exister dans la différence de l'autre. Et ça, c'est le danger aussi de vouloir le gouvernement unique, le regard unique. Puis je pense qu'on l'a vu dernièrement, c'est une des raisons pourquoi on s'est opposé à la charte, nous autres on appelait ça la charte des distractions, là, parce qu'on a participé dans un documentaire, mais c'était de parler justement comment on peut permettre, nous, en tant que peuple autochtone, qu'on voit un projet de charte qui est créé, qui va faire une autre forme de discrimination envers un autre peuple sur nos territoires, et que cette charte-là est créée sans consulter les Premières Nations,
Et nous, on a été un peuple d'accueil et on est encore un peuple aussi qui parle et qui travaille dans les différences. On ne peut pas permettre que ce genre de projet de loi-là existe, surtout pas quand ça reflète l'esprit des lois telles que la loi sur les Indiens. Puis souvent, on nous parle d'alliances. Et des alliances, on en a créé. Ça, c'est ce qui a été merveilleux aussi avec Idle No More, c'est qu'on a pu créer des alliances avec des non-autochtones, des alliances qui n'existaient pas, ou même sans vouloir être insultante ou rabaisser. Je dis, on raffinait des fois le discours de nos alliés en leur expliquant des fois les petites distinctions linguistiques, les petites distinctions des droits, parce que c'était comme, moi j'étais avec les Autochtones, moi j'étais avec les Indiens. OK. Combien il y a de nations? OK, on va dire combien il y a de nations, on va t'expliquer les droits autochtones, on va t'expliquer la différence, puis pas dans l'idée de on va te faire la leçon ou la morale, mais dans l'idée de, tu sais, nous, on te connaît parce qu'on entend la télévision. Chez nous, on voit les mêmes émissions, tout le monde en parle, on l'a aussi. Mais est-ce que tout le monde écoute APTN, qui est notre poste, qui nous représente plus? C'est pas toujours le cas. Donc, c'est de travailler à se parler, à se connaître mieux. C'est comme quand on cruise, tu sais. La première fois, c'est sur le look, c'est sur première impression, mais on apprend à se connaître. Puis quand tu sors avec quelqu'un, ben à un moment donné, tu te chicanes, des fois tu peux casser, mais des fois tu peux reprendre. Puis c'est une relation qui se crée sur des différends, qui se crée sur des disputes, mais aussi sur des réconciliations, puis sur connaître l'un et l'autre. Puis à un moment donné, la relation passe de deux inconnus à deux personnes qui vivent ensemble pendant des siècles. Tu sais. Puis là, je fais une relation le plus parfait que je peux penser. Là. Donc, c'est sûr qu'on veut faire beaucoup d'éducation. Oui, on est deux canaux, mais moi, je vois beaucoup les gens d'Idle No More comme les loutres qui se promènent d'un canot à l'autre en essayant de faire comprendre un canot et l'autre et de permettre justement que cette relation-là soit facilitée. Tu sais, les bons leaders, là, c'est ceux-là qui, par exemple, tu sais, je dis que les mauvais leaders m'ont fait sortir dans la rue, m'ont fait m'insulter parce que je voyais de l'injustice et je voyais quelque chose que je n'aimais pas. Puis plutôt que d'attendre un sauveur, comme on fait souvent, j'ai décidé d'aller chialer contre ce qui m'était incroyablement injuste. Mais les bons leaders, par exemple, ils m'ont servi d'exemple. J'ai vu dans certaines personnes comment moi je voudrais, en tant qu'être humain, devenir une meilleure personne, pouvoir parler pour plus de gens et surtout quel modèle j'aimerais utiliser. Et souvent, ce modèle-là, c'est le modèle qu'on appelle grassroots, là, le modèle de la base, puis le modèle traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une maudite scène à se faire. Mais sauf qu'après ça, j'ai dit ça épure beaucoup. J'ai dit ça au début, là, c'était « Oh mon Dieu, c'est qui t'a nommé chef des Indiens? Pourquoi est-ce que toi, tu serais Idle No More? » J'ai dit « Tu veux la place? Prends-la! Prends la place! Vas-y, je te donne le micro, mais il faut que tu fasses le travail. Tu vas voir que le travail, il ne paye pas. » Et justement, le travail de leadership est souvent tellement ingrat que c'est pas intéressant pour bien du monde. Ils veulent pas le faire parce que, tu sais, c'est pas pour rien que des fois, il y a de l'argent au bout. Ça attire certaines personnes qui vont faire une forme de leadership, mais qui vont pas... vont le faire pour leur raison à eux. C'est une raison comme une autre. J'ai dit, mais quand tu fais un leadership juste pour parce que tu sens que tu as une responsabilité, puis ça, je pense à nos aînés, je pense, tu sais, les conseils traditionnels, beaucoup qui vont le faire parce qu'il faut le faire. Souvent, ça enlève toute la partie où est-ce que la récompense ou l'ego, ou tu sais, toutes les petites récompenses qui vont faire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas faits pour être des bons leaders vont se présenter au micro, puis ça va épurer, puis ça va amener des fois des gens qui auront peut-être pas naturellement été là, mais qui sentent qu'il y a une urgence de travail qui doit se faire. Donc, on s'inspire un peu les uns des autres aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de leaders qui viennent de l'autre que moi, qui m'ont inspiré. Et puis, il y a des leaders que nous, on a amenés de l'avant, qui ont inspiré les autres. Donc, c'est sûr que c'est un travail d'échange. Puis, c'est pas un travail qui est fini.
Mais je pense qu'on est ici justement parce qu'il se continue. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il se continue puis que vous fassiez entendre justement votre appui. Puis des fois, c'est des choses aussi simples que de porter une plume rouge. Ça fait du bien à l'âme pour des Premières Nations quand tu te sens toujours oublié de voir qu'il y a des gens qui t'appuient, que ce soit visuellement, que ce soit dans les revues, même que ce soit de voir des films sortir comme le film de M. Morin qui vient de sortir, que ce soit voir que les films de la Wapikoni Mobile, on les voit dans les festivals de films. Ça, c'est des choses qui comptent énormément pour les jeunes autochtones à cause que ça montre leur présence dans le milieu non autochtone. Excuse-moi, ça fait... Je vais m'improviser l'autre entre les deux canaux pour qu'on puisse entendre l'autre canot aussi. Alors à toi, Natacha, pour quelques minutes. Merci. Excuse-moi, j'ai pas respiré. Même pas respirer. On faisait la blague tantôt, mais vraiment pas respirer, je pense, finalement. Je suis vraiment heureuse de vous voir aujourd'hui, Viviane, Harry, parce que je parle pas souvent et nous. D'ailleurs, salutations au grand chef Dominique, à Viviane Michel, Eva Ottawa. Je parle pour dire d'honneur à Viviane, mais pas là-dedans. Mais elle compte aussi, là. C'est une autre femme que j'admire beaucoup aussi. À Tchad, salutations. Mélissa, je suis heureuse de partager la table avec toi et le micro, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Vous savez, les Inuits aiment beaucoup rire. Hein? On dirait que c'est comme... c'est naturel. Des fois, c'est difficile d'arrêter. Mais je vais vous créer un petit clash en commençant avec un poème qui, je pense, résume en peu de mots ce que je voudrais expliquer en ce moment. Fait que j'y vais. Michimuda, les traces de nos ancêtres. Nous marchons en âge des tempêtes. Je traverse sabots fendus, la grève immonde, les siècles des siècles. Les visions, un atoll où je puis m'étendre, l'attente abattue, et poser ma belle et amère douleur. Je livrerai ma chair au limon, où tu parviendras à m'aimer coucher le long mes territoires. Je chanterai mes plus belles berceuses pour réveiller la survivance, les peuples et ma mère. Je suis complètement... je vais essayer de... par où commencer? Oui, je vais en parler plus vers la fin. Je sais pas quoi... Mon Dieu, tellement de choses ont été dites. Je sais pas par où commencer ni où débuter. Je dirais que tout mon travail dans lequel je me donne, dans lequel je trouve un peu ma contribution à l'humanité, où je trouve mon équilibre aussi, c'est... je vais partir sur une autre affaire, mon Dieu. Ok, excuse-moi. Je crois que le leadership autochtone, non doit naître, mais naît nécessairement de l'amour qu'on porte à son peuple. Je crois que tout le travail des leaders, des chefs politiques, des artistes autochtones naît nécessairement de l'amour qu'on porte à son peuple. Moi, c'est plus vers 16 ans que j'ai commencé à entendre parler des pensionnats, à entendre parler des Inuits, de qui nous sommes, parce qu'avant, à cause des pensionnats, disons, il y a eu une déconnexion presque complète entre les anciennes générations et la nouvelle, dans laquelle je considère faire partie. Moi, j'ai 23 ans, j'ai grandi à Bécomo. Jusqu'à 5 ans, je ne parlais qu'en Innu. Mais c'est parce qu'on a déménagé en ville en se disant qu'on aurait peut-être des conditions de vie un petit peu plus agréables que j'ai fait mon éducation à Bécomo, dans les écoles québécoises, dans les institutions québécoises.
Et avec les années, ils m'ont appris à parler en français pour pouvoir communiquer avec les autres. Mais à ce moment-là, je ne savais pas à quel point je perdais tranquillement ma propre culture et mon propre héritage au travers de ma langue maternelle. Il y a eu un manque de transmission de la culture, de la fierté d'être Innu. Il y a eu un manque de transmission justement causé par cette déconnexion qu'il y a entre les anciennes générations et la nouvelle, et les futures générations qui s'en viennent. On m'a posé la question hier et c'est comme ça que j'ai répondu. Je crois qu'il y a à tout jamais une coupure dans le temps. Il y a 10 ans précisément, dans les 20 dernières années, surtout depuis la fermeture du dernier pensionnat. Ensuite, il y a eu un énorme silence dans lequel je ne savais même pas, dans lequel je vivais. Je ne savais pas que je vivais. Et quand j'ai commencé à en entendre parler il y a juste quelques années, surtout avec... pourquoi j'allais dire les remerciements? Les excuses du gouvernement Harper par rapport aux victimes des pensionnats. Quand j'ai appris mon histoire véritable, c'est là que j'ai commencé à savoir qui j'étais. L'histoire que l'on a vécue est marquée à tout jamais, désormais dans nos gènes, dans notre ADN. Et tout ce temps-là, depuis ma naissance, je ne savais pas que je portais ça. J'ai compris pourquoi ma famille a manqué du sens de la transmission. J'ai compris pourquoi moi-même, je ne comprenais pas la valeur de la culture en général. C'est parce qu'on nous l'a enlevé. C'est parce qu'on a perdu notre langue aussi. Je dis « on », je généralise, peut-être que je généralise trop parce que c'est un peu ma situation, mais souvent, moi quand j'apprends justement que dans une seule nation, 90% sont locuteurs de leur langue maternelle. Puis chez nous, je connais pas le pourcentage, mais plus tu vas... Plus tu plonges dans le Nitassinan, sur la côte nord, plus tu vas plus loin vers le nord, plus la langue est sauvegardée. Plus la langue est pure, plus la langue est traditionnelle, comme on dit. Et moi, avec toute la conscience que j'ai et toutes les informations que je mange depuis I Don't Know More, depuis que j'écris, depuis que je veux porter... Non, c'est pas ma voix que je veux porter, c'est la voix de ceux qui ne sont pas capables de parler et qui n'ont pas encore la langue déliée. Je ne suis pas une victime directe des pensionnats. Je n'ai pas le bagage directement dans mes bras. Il est peut-être sur mon dos, j'en ai peut-être les cicatrices dans mon ADN, mais je ne les porte pas, je ne suis pas handicapée par cette charge douloureuse-là directement. Alors, j'ai de la force. Alors, je vais tout faire pour avancer. Je vois que j'ai des pieds qui ne sont pas encore blessés, justement, par la parole que l'on prend, par tout le travail que l'on entame, par toute la force qui nous pousse aussi par en arrière. Les jeunes, de plus en plus, se sentent connectés à leurs ancêtres. Puis jusqu'ici, peut-être que je désespérais jusqu'à temps que je me dise, finalement... Les ancêtres, nos parents, les grands-parents que l'on a connus qui sont décédés, moi je n'ai plus de grands-parents. Je ne peux plus entendre de véritables récits de chasseurs. Puis en plus, ça fait des années que, oui, j'appartiens à une communauté Innu, mais je me sens un peu déconnectée. Je suis habituée à vivre en ville, je me sens mieux en ville. Pas justement à cause des conditions de vie, c'est parce que j'ai toujours vécu dans ce mode de vie-là. Et pourtant, je sens à l'intérieur de moi qu'il me manque la communauté. Et je suis... Comment dire ça? Ouais, il faudrait que je garde mes dernières minutes pour le slam que je veux faire. Mais je pense que j'ai tout dit, en gros. Ce que je voulais dire. Mais sinon... Je crois que la guérison de nos peuples,
qui se côtoient depuis si longtemps et qui s'ignorent depuis si longtemps, peut commencer dans un dialogue de nation à nation, mais si on se voit d'égal à égal. Si on ne se détache pas de nos préjugés, de ce qu'on a entendu toutes nos vies, si on ne prend pas un recul et que l'on ne retourne pas à nos valeurs fondamentales, essentielles, qui vont directement vers l'être humain, l'essence humaine, moi, dans toute ma vie, je me base maintenant sur la roue de la médecine, qui représente les 4 nations, les 4 couleurs, les 4 races de la Terre, les 4 éléments, les 4 directions. Mais pour moi, c'est tout l'être humain. C'est le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique. Puis, tout ce que je veux faire en ce moment, c'est de faire tourner ces roues-là et de trouver mon équilibre. Mais à ce moment-là, si j'ai l'équilibre, je peux contribuer à l'équilibre de nos nations. Mais je prends aussi tout le discours de mon frère et de ma sœur, c'est qu'il faut rester pour ça des nations distinctes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'on s'affirme dans chacune de nos identités. Qu'on puisse construire notre identité respectives, mais à ce moment-là, trouver la beauté de les faire harmoniser ensemble ensuite. Puis, je pense que j'ai fini. Oui. Fait que, sur ça, je vais finir avec un texte que j'ai écrit il y a 2 ans par la suite à une vision que j'ai réussi, auquel je n'ai pas cru. Mais que 6 mois plus tard, il s'est concrétisé dans Idle No More. Imaginez-vous que je n'ai pas cru en ça parce que moi-même, j'avais du mal à atteindre des visions d'avenir en tant qu'Innu. Mais depuis ce temps-là, je suis gonflée d'espoir et je navigue à tout rompre avec mes frères et mes sœurs et avec toutes les nations. Qui es-tu? Pourquoi me demandes-tu d'où je viens quand c'est toi-même qui m'as désarmé de mes armes de chasse? Territoire, territeur, terrimateur, terriram, terram, terripague-moi la vie, l'existence, entre les lignes de ma sale ignorance sur mes propres terres. Territoire, moi la preuve que t'en connais plus que moi-même, enterre-toi les épreuves de mon holocauste et de mes derniers vestiges territoriaux. Fais-toi des bibliothèques, des archives sur le prologue, préface-toi l'oralité de ma mémoire, la territorialité de ma langue pendue aux dernières cimes identitaires. Alors ne t'étonne pas si je te rappelle que je me souviendrai à l'évidence. Toi-même tu te caches un regard fuyant les lots de ma colère. L'ignorance est funèbre, où est la différence? Je suis zèbre de langue et de couleur de peau. Je suis blanche l'hiver et brune la terre. Je me mâme la terre et le ciel, sont scindés en de brise rives frêles, couchés sur l'éternel éther délibéré. Je les aurais faites miennes, ces cavernes aux mains soufflées de jouvence. Mais voici, on vit mieux sur tes villes que sur tes réserves, mon peuple, surpeuplé en ses propres demeures, délabrés villages renfermés. Quoi? Tu te prends pour le castor avec tes barrages. Tu te prends pour l'orage, pour détourner les rivières. Cesse donc de te croire maître des étendues sauvages et reconnais donc notre existence. Car plus rien n'existera. Plus rien n'existera pour ta propre descendance. Combien de fois dois-je te le dire? Combien de fois dois-je le hurler? Combien de fois te l'écrire? Je survivrai. Je survivrai parce que je dois me battre pour enfin entendre le battement de nos cœurs remplis d'espoir, le battement de nos tambours venus d'un autre temps. Ne regardons plus en arrière, mais regardons en avant cependant. Je me dois dénoncer les grattoirs à peau qui liment la résistance de mes frères.
Au nord de ma famine, mes barricades se feront revendication. Je ne suis pas une peau à vendre, une nation à suspendre sur le mur d'un salon, je te le dis tout de suite. Je ne resterai pas une crise d'Oka, enfermée dans un livre d'histoire de toute façon. Et quand on nous regardera, on regardera un peuple uni et debout, fort de la force du tonnerre. Mes chants de paix seront la sève de ma survivance fière. Et quand on nous regardera, on regardera un peuple uni et debout devant le feu sacré de l'aurore. Je ne resterai pas une crise d'Oka, enfermée dans un livre d'histoire de toute façon. Et si tu dors, c'est parce que mes chants de paix auront été tes berceuses et la sève de ma survivance fière. Merci.